Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Kick Parade 41, absolument blindé de nouveautés. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à tous et à tous. Alors on va passer très vite sur le top 10 parce que, voilà, pour être honnête, il n'a pas beaucoup changé par la semaine dernière. Il y a énormément de jeux de rôle. Alors c'est pas qu'on n'aime pas le jeu de rôle, hein, on est nous-mêmes rôlistes, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc si vous voyez si vous voulez en savoir plus et que vous êtes un peu frustré par l'émission de cette semaine, je vous conseille fortement de voir l'émission de la semaine dernière où on détaille beaucoup plus tous ces sourcebooks présents dans le top 10. Voilà. Et puis on fera une grosse page de nouveautés parce que là c'est la vraie rentrée de Kickstarter. Il y a énormément de nouveautés. On en a sélectionné parce qu'on ne peut pas vous décrypter toutes les nouveautés qu'il y a eu. On en a beaucoup trop. Mais en tout cas, on espère avoir sélectionné les plus intéressants. Et ben c'est parti. 10e position, c'est Stars Without Numbers. Donc c'est un jeu de rôle de science-fiction. Malgré sa page totalement déprimante et minimaliste, il en est déjà à 96 000 €, 1169 contributeurs. C'est une vingtaine de jours avant la fin de cette campagne. Apparemment c'est un jeu de rôle qui date, qui a plus de 10 ans, un jeu de rôle de science-fiction. Alors on est plutôt là dans la science-fiction, je dirais fantasy, on est vraiment dans de la science-fiction, du space opéra, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon évidemment tout cela ne sera jamais traduit. 9e position, alors c'est une entrée, c'est une nouveauté et c'est un jeu de société, c'est Dungeons of Infinity Kingdom Coast. Alors c'est l'extension de Dungeons on Infinity, c'est un dungeon crawler dans lequel vous allez incarner des personnages, vous allez vivre des aventures à travers des scénarios. Tout cela est représenté par des figurines et des tuiles pour l'environnement. Rien de neuf sous le soleil finalement. C'est un peu mon reproche sur le jeu en fait, c'est que bon, voilà, la DA est sympa sans être non plus complètement innovante. Donc voilà, et on voit les petits plateaux joueurs sont pareils, sont corrects, mais avec ce support en plastique, on l'a déjà vu un petit peu partout. Voilà, l'originalité, c'est ce côté un peu sale piégé qu'on peut avoir comme dans un. Ouais, moi j'aimerais envie de faire la comparaison avec Room 25, mais je trouve qu'on finalement on n'en est pas très loin, mais ce qui rajoute de la rejouabilité, donc pourquoi pas. Mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est un peu conventionnel. C'est Alors pas mauvais, c'est juste tu l'as déjà vu 50 fois. ils ont repensé le jeu, hein, c'est une seconde édition, donc ils vendent l'extension là. Bon, mais tu as besoin du jeu de base pour y jouer. Et ils ont repensé un peu certaines règles. Ils ont repensé aussi les plateaux des joueurs. Donc finalement, si tu es intéressé que par l'extension, bah, tu vas te faire un petit peu avoir. Parce qu'il va falloir reprendre le jeu de base avec les nouveautés. Alors très sincèrement, j'ai pas trop compris sur la page si toutes les nouveautés qu'ils avaient apportées avaient été modifiées sur le jeu de base. Et donc du coup, s'il fallait que tu rachètes un jeu de base pour profiter pleinement de l'extension avec les nouveautés des règles et du matériel. J'imagine que oui. Moi, j'ai cherché l'information partout. Moi, j'ai pas trop trouvé. Donc, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi, j'ai pas tout compris. Je trouve que globalement dans la campagne, il y a des choix comme ça. Tu citais celui-ci, mais je trouve qu'il y a pas mal de choix qui sont quand même un petit peu douteux. L'idée de proposer des standees pour pas avoir acheté du kilo plastique, pourquoi pas. Ouais. Mais ce qui est assez bizarre, c'est c'est pas des standees plein pied. Ça fait un peu bizarre d'avoir des personnages. En plus, ils sont pas tous à la même échelle. T'as des personnages qui vont plus être sur un plan rapproché, alors que d'autres vont être sur un plan genou, tu vois. Et du coup, c'est assez étrange d'avoir ces standees de cette manière-là. Et pareil au niveau des figurines. En fait, on a des figurines, par exemple, je pense à jouer à l'alchimiste, qui correspond pas du tout à l'illustration. Et donc, du coup, je comprends pas trop cette prise de position qui est assez étrange, malgré tout. Bon, c'est un jeu à 100 balles. Hein. Si tu veux si tu veux l'extension, le jeu de base avec les figurines, c'est du 100 balles. Et alors, ils proposent dans les add-ons un Game Trace, enfin un rangement fait par Game Trace, parce que c'est une marque, qui est quand même à 75 $, quoi, donc à peu près 70 €. Ça me paraît extrêmement cher quand même, c'est quasiment le prix du jeu, quoi, donc ouais, bon, pourquoi pas, hein, mais je trouve que c'est quand même très cher, quoi. Dungeon Infinity, il en est à 88 000 €, 1300 contributeurs, c'est une campagne assez courte, hein, de plus en plus les gros jeux comme ça, ils font des campagnes de plus en plus courtes, il reste une dizaine de jours. 8e position, c'est Battlezoo Bestiary, donc c'est un énième sourcebook pour Donjons & Dragons et Pathfinder. Vous avez 3 livres. Vous avez d'abord un bestiaire
Comme si on en avait pas assez, on sait plus quoi faire des monstres tellement il y en a, mais bon, il propose un livre avec des nouveaux monstres encore. Vous avez une campagne, Jewel of the Indigo Isle. Et c'est surtout le troisième livre, moi, que je trouve intéressant. C'est un livre qui s'intitule tout simplement Dragons, et qui va vous proposer eh bien, de transformer les dragons en personnages jouables. Donc ça, je trouve que c'est quasiment un fantasme de joueur de jeu de rôle, hein, d'incarner un dragon. Donc je trouve ça pas mal. Après, je pense qu'il va falloir adapter quand même les aventures, parce que je vois mal un dragon rentrer dans une taverne pour glaner des informations, mais il va falloir tailler des aventures à la hauteur des créatures que l'on incarne. Je sais que Wizard of the Coast, l'éditeur officiel de Donjons et Dragons, va aussi se pencher sur les dragons cette année dans un de leurs suppléments. Donc je trouve que le troisième livre est le plus intéressant sur ce set en fait, de sourcebook pour 5E et Pathfinder. Il en est à 119 000 euros, 1373 contributeurs, il reste une vingtaine de jours, et tout cela, évidemment, on le rappelle, ne sera pas traduit en français. Septième position, Boricubos Latin American Monsters and Adventures. On en a parlé largement la semaine dernière. Pour tous les sourcebooks qu'on va voir après dans le top 10, si vous êtes un peu frustré par le peu d'informations qu'on vous donne maintenant, sachez qu'on les a largement décortiquées la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir le Geek Parade 40. Voilà. Donc Boricubos, c'est la transposition pour Pathfinder et 5e édition de Donjons Dragons de tout le folklore et les légendes d'Amérique du Sud. Il en est à 68 000, enfin quasiment 69 000 euros, 1440 contributeurs. Ce sont ses derniers jours. 6e position, The Delver's Guide to Beastworld. Encore un sourcebook, on en a parlé la semaine dernière, donc c'est un univers avec beaucoup d'animaux jouables, où il y a aussi une règle sympa sur les caravanes, les grosses diligences. Voilà, c'était ce qu'on avait surtout remarqué dans ce gros sourcebook. Il en est à 200 000 euros, 2058 contributeurs, il reste une vingtaine de jours avant la fin de cette campagne. 5e position, The Corpus Collection Good and Evil Supplement for 5e, Sourcebook, le bien contre le mal, donc ange et démon, 199 000, ouais, il va atteindre les 200 000 le temps qu'on enregistre, 2186 contributeurs, c'est pareil, il reste quelques jours, tous ces sourcebooks vont partir là la semaine prochaine, ça va faire un peu d'air parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a un gros monopole du sourcebook là en ce moment sur Kickstarter, et puis c'est vrai que c'était des campagnes qui étaient assez longues, donc c'est un peu difficile de faire de la place, à moins d'une entrée fulgurante d'un gros jeu. Il faut quand même dépasser plus de 1000 contributeurs en quelques jours, c'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà, ça va, la semaine prochaine, tout ça va être, les cartes vont être rabattues. C'est ça, c'est ça. 4e position, c'est une entrée, et ben c'est encore un sourcebook. Quest Onomicon, donc c'est encore pour 5e édition. C'est surtout un recueil d'aventures là. Il y a beaucoup d'aventures. Il en est à 204 000 euros, 2700 contributeurs, et celui-là on va en reparler parce qu'il reste 30 jours. 30 jours, le truc il reste un mois quoi. Voilà, donc Founded in 15 minutes, on est très content pour eux. Hein. C'est vrai que c'est étonnant, ces sourcebooks qui cartonnent, il y a toujours du client pour ça. Alors est-ce qu'il y a moins de frais de port et de TVA, donc est-ce que c'est pour ça que ça a pris un peu le pas sur les gros jeux de société qui reviennent beaucoup plus cher maintenant pour les backers? Mystère, il faudra enquêter. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment une tendance aux sourcebooks et aux jeux de rôle sur Kickstarter qui est assez impressionnante, quoi. Avant de passer au trio de tête sur Kickstarter, on va enfin passer aux nouveautés et on va enfin plus parler de jeux de société. Bah écoute, je vais te laisser commencer. Tiens, qu'est-ce que tu nous as déniché comme nouveauté? Déniché sur Kickstarter cette semaine. C'est ça. Alors pour commencer, moi j'aimerais parler de Soulforge Fusion, ce qui est un jeu qui probablement va rentrer dans le top 10 dans les semaines à venir. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield, donc pour celles et ceux à qui le nom ne dit rien, c'est tout simplement l'un des créateurs de Magic the Gathering. Ouais. Et de King of Tokyo, aussi... et de King of New York. Exactement, et de Keyforge, et de voilà. Et de Keyforge, ouais. Donc c'est un poids lourd du jeu aux États-Unis. Ouais. Exactement, et de Justin Gary, qui est créateur de Assumption, donc un autre gros deck building de ces dernières années. Donc là, ils ont décidé de s'unir et de créer une espèce de jeu. Alors l'originalité, moi, que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'en fait, il va y avoir différentes factions, et chaque faction va avoir un demi-deck. Et l'idée, c'est que tu vas fusionner deux demi-decks pour créer un deck complet, en fait. Et donc du coup, chaque faction va avoir sa spécificité, va avoir sa série de demi-decks avec, un peu comme on pourrait retrouver dans Magic, hein, pour expliquer très simplement, voilà, il va y avoir
des decks qui vont avoir, par exemple, plus orienté attaque, d'autres plus orientés soins, d'autres plus orientés défense, etc. Là, c'est un peu la même chose. Et là, en fait, on t'invite tout de suite à combiner les decks, ce qui pouvait se faire ou pas dans Magic, mais là, vraiment, c'est le principe du jeu. Donc ça explose les possibilités en fait. Tout à fait. Hmm. C'est exactement, enfin, c'est l'originalité de ce titre-là, avec, pour autre originalité, la possibilité de faire évoluer les cartes, en fait, un peu comme dans Pokémon. C'est-à-dire qu'on commence avec un personnage, et puis en fait, en fonction des actions qu'on va faire, on va pouvoir le renforcer, et en fait, quand il va passer un certain niveau de renforcement, tu vas transformer la carte en plaçant une nouvelle par-dessus, en disant voilà, ce personnage a évolué, puis ensuite, ça peut aller voilà, plusieurs fois pour. Donc, plus la carte va rester longtemps sur le plateau, plus elle a des chances de pouvoir progresser, gagner en expérience et devenir puissante. Donc, tu as une vraie évolution de tes cartes sur ton plateau, ce qui va encore plus t'inviter à te questionner sur le sacrifice de tes unités, en fait, qui était déjà un peu au centre de l'univers de Magic, mais là, avec ce mécanisme-là en plus, voilà, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de dire je vais te sacrifier ta créature qui est un peu nulle pour protéger mes points de vie. Et d'un autre côté, tu dis mais elle est nulle pour le moment, mais ça se trouve dans 3 tours, elle sera super forte. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de penser deck building. Donc bon voilà, c'est quand même de mastodonte. On s'attendait quand même à ce qui est de la réflexion. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est que je trouve que les illustrations elles sont plutôt hétérogènes. Il y en a qui sont très jolies, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, je trouve. Et puis, en fait, il y a toujours on va dire, cet archétype de la carte Magic. Alors qu'ils sont extrêmement lisibles, hein, les cartes Magic, on sent que ça a été pensé, étudié, etc. pour que voilà, il n'y ait pas tout te parvienne tout de suite à la rétine juste à la vue de la carte. Mais le problème, c'est que voilà, depuis, on s'est un peu coincé dans on va dire, ce format de cartes. Et là, je trouve qu'encore une fois, en vrai, on pourrait très bien te dire que ce sont des cartes Magic. Tu pourrais presque tomber dans le panneau. Et c'est vrai que je me dis, tiens, quitte à réinventer un peu le truc, pourquoi pas aussi réinventer le format des cartes. C'est peut-être aussi pour que le client se retrouve, pour pas totalement paumer enfin en tout cas les joueurs qui sont habitués à ce genre de format pour pas les perdre non plus. Hein. C'est vrai. Alors moi, je vais vous parler de Hagemonia. Donc c'est un jeu d'aventure narratif. Vous allez incarner des héros qui, ma foi, je trouve, ressemblent énormément aux Na'vi du film Avatar. Voilà, cette espèce de chat bleu et des oreilles pointues. Et vous allez parcourir un monde entièrement inventé. Vous allez explorer, vous allez combattre des créatures, vous allez répondre à des quêtes, vous allez trouver des objets. C'est une première création. Il y a de la figurine, moi je les trouve pas... Ouais. Je les trouve pas super belles. Après, tout le design du jeu, justement, me rappelle aussi Avatar de James Cameron. C'est assez, comment dire, assez fluo, assez criard. Donc ça, après, c'est vraiment une question de goût personnel, d'accrocher ou pas à ce design. En tout cas, voilà, ça existe. C'est un nouveau jeu narratif qui sort, qui est assez ambitieux. Et écoute, on verra bien comment ça se passe. C'est leur première création. Donc voilà, je tenais à souligner l'effort, l'ambition de ces nouveaux venus sur Kickstarter. En tout cas, voilà. Donc Edgemonia, c'est un nouveau monde, un nouveau jeu narratif qui aura peut-être des suites s'il a du succès, on ne sait pas. 133 000 €, il y en a à 1000 contributeurs, et puis il reste pas mal de jours, il reste une grosse quinzaine de jours avant la fin de cette campagne. Alors moi je vais vous parler d'un autre jeu, et pour le coup celui-ci c'est un jeu qui me parle beaucoup, qui s'appelle Shazn Azadi, donc qui est plus ou moins une suite au jeu Shazn. L'idée à la base du premier jeu c'était de créer son gouvernement et d'essayer de gérer politique à partir de cartes, de contrôle de territoire, etc. Et là, l'idée, c'est de nous offrir une extension qui viendrait s'ajouter à ça, et en fait, qui nous parlerait de la chute de la monarchie. Et ensuite, vous choisissez l'idéologie de vos révolutionnaires, donc ça peut aller du capitalisme au communisme, ou quelque chose de beaucoup plus woke, ou quelque chose de beaucoup plus anard. Et l'idée, c'est de réussir déjà, à renverser la monarchie, tout en prenant en considération les autres factions qui vont tenter de aussi tirer leur épingle du jeu de la chute de ce pouvoir politique. Mais là, en fait, là où je trouve que le jeu il gagne vraiment en intérêt, c'est que le jeu ne s'arrête pas là. Renverser la monarchie, c'est une première étape, mais ensuite, ce qu'il faut, c'est réussir à maintenir un pouvoir qui tienne la route. Et là, on retrouve un peu l'idée qu'il y avait dans le premier jeu, à savoir que, ok, vous êtes au pouvoir, vous avez renversé, vous avez fait des sacrifices,
vous avez fait des actes qui peuvent être totalement répréhensibles. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour garder le pouvoir? Comment on remplit le Et vide? ça, exactement. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est plutôt bien pensée. C'est quelque chose auquel on pense assez rarement, surtout en ces temps un peu troubles. Donc, en plus, je trouve que le matériel, il est magnifique. Enfin, pour le Hmm. coup, moi, je suis très friand. Il n'y a pas besoin de kilos plastiques, de machin, etc. C'est extrêmement lisible. C'est un plateau de jeu qui est plutôt original. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de VF proposé. Sinon, je me serais probablement laissé tenter. C'est un thème qui est je trouve, plutôt intéressant. Donc peut-être qu'on le reverra par la suite. J'espère, je lui souhaite en tout cas. Il est financé, hein, mais je lui souhaite beaucoup de réussite. Moi, je vais vous parler de deux jeux à la suite parce que c'est la même thématique, c'est de la science-fiction et de l'exploration. Il y a d'abord Solar Sphere Harness the Power of the Stars. Donc, c'est un jeu semi-coopératif. L'idée, c'est que vous allez incarner des capitaines de vaisseaux qui sont chargés de construire une sphère de Dyson autour d'une étoile. Donc là, les sphères de Dyson, ce sont ces objets hypothétiques qui seraient la solution ultime pour des civilisations très avancées d'avoir de l'énergie quasiment inépuisable, c'est-à-dire de puiser l'énergie directement du Soleil en créant une structure énorme. Enfin, vous imaginez, hein, entourer une étoile d'une structure artificielle. Donc là, vous allez devoir construire cette structure. Donc vous allez devoir tous coopérer pour le faire, mais en même temps, vous êtes en compétition les uns les autres. Et en plus, vous avez une troisième comment dire, donnée, c'est qu'il y a les résistants qui sont contre la construction de cette sphère de Dyson, et donc qui va agir pour vous pimenter les parties, faire du sabotage, des attaques. Il va falloir aussi gérer ça. Donc je trouve que la mécanique a l'air plutôt sympathique. Je pense que ça peut donner des bonnes interactions entre les joueurs. Moi, j'aime bien quand les jeux sont mi-coopératifs, mi-compétitifs. Je trouve qu'il y a toujours un truc intéressant qui se dégage du coup. Évidemment, vos capitaines de vaisseaux sont très variés. Vous avez de l'humain, vous avez de l'extraterrestre, un peu bizarroïde, vous avez du robot, vous avez... voilà. Ils sont un peu... Enfin voilà, ils se sont fait plaisir quoi. Et puis, il y a du vaisseau spatial. Pareil, très différent dans les designs pour bien différencier les joueurs. Il y a une petite extension qui est avec. C'est la même équipe qui avait fait un autre jeu de science-fiction il y a quelques années qui s'appelait Solar Storm, où il fallait réparer son vaisseau avant d'être englouti par le soleil qui commençait à exploser, je crois. C'est un peu la même thématique que le film de Danny Boyle, là, comment ça s'appelait, Sunshine. Et donc voilà, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Après, je suis pas totalement convaincu par le matériel, mais en tout cas, j'aime bien le concept, j'aime bien la mécanique qui s'en dégage, en tout cas. Alors, je vous emmène sur dans un autre univers de science-fiction, The Artemis Odyssey, qui est la suite de The Artemis Project, qui était sorti en boutique. Alors, c'est une suite, oui et non. Alors, c'est assez flou parce que c'est marqué que c'est une extension, mais clairement, quand tu regardes le gameplay et la page, tu te rends compte que c'est un stand-alone, que jamais tu mixes le Artemis Odyssey avec le Artemis Project. Donc, vous pouvez backer Artemis Odyssey sans avoir Artemis Project. Pourtant, il le propose dans le pledge de la page. Donc moi je trouve ça pas super clair. Après c'est le même univers. C'est-à-dire que dans Artemis Project, vous étiez sur la lune de Jupiter, Europe, donc la lune de glace où l'on suspecte forcément qu'il y a un océan liquide sous la glace. Donc vous débarquez là-bas, il fallait évidemment exploiter les ressources, vous étiez en compétition entre plusieurs corporations. Là c'est la même chose mais à une échelle plus grande, c'est-à-dire que vous allez explorer à l'espace et vous poser sur des planètes, construire des bâtiments, exploiter les ressources. Bon, ça se transforme en jeu 4X interstellaire. Et par contre, voilà, c'est le même univers évidemment. Il y a le même nom dedans, mais pour moi, les jeux ne sont pas compatibles. Voilà, vous ne poserez pas cette extension-là à côté du jeu de base et vous ne jouerez pas aux deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Voilà, même à suivre en fait. Parce que des fois, tu as des jeux comme ça où, ok, le jeu change radicalement, mais tu peux avoir une petite continuité en disant, bah, tiens, le vainqueur de la première partie va peut-être débloquer des bonus quand tu sortiras le deuxième jeu, tu vois, rééquilibrer un peu les chances. C'est ça, hormis le nom et l'univers, il n'y a pas vraiment de corrélation, c'est un peu dommage. En fait, c'est une adaptation d'un ancien jeu qui s'appelle Ad Astra, qui est un autre jeu de science-fiction, donc ils l'ont repensé pour faire la suite de Artemis Project. Si ça vous intéresse, le jeu est sur Tabletop Simulator. Voilà, donc vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator gratuitement. Il n'y aura pas de stretch goal non plus, ils expliquent pourquoi, parce que ils expliquent que ils ont fait leur plan, qu'ils savent exactement ce qui est rentable ou pas, qu'ils peuvent vous offrir pour le prix qui a marqué dans le pledge et que tout cela ne nécessite pas de stretch goal. Pourquoi pas, moi je respecte, c'est assez honnête. Moi, je vais vous parler du jeu Relix
of Rajavihara and Montalo's Revenge Expansion. Il s'agit d'une suite d'un jeu qui avait été aussi proposé en financement participatif il y a quelques temps et je crois qu'il est sorti en boutique depuis. Un jeu qui est entièrement solo, qui se base un peu sur des puzzles à base de petits cubes qui vont représenter différentes matières, de la caisse en bois, des explosifs, etc. Et vous jouez une aventurière, un peu style Indiana Jones, qui s'est fait piéger par un méchant scientifique fou dans un temple où elle venait récupérer une relique. Et en fait, le premier jeu se basait sur des niveaux de plus en plus difficiles, avec des petites boîtes qu'on sortait, qui nous donnaient des instructions, comment se placer, et l'objectif était de réussir à récupérer l'objectif sans tomber dans les différents pièges. Et bien là, voilà, en fait, après avoir affronté le premier scientifique, vous allez affronter son fils, et vous partez pour de nouvelles aventures avec du nouveau matériel, toujours pour un jeu exclusivement solo, et puis avec des nouvelles fonctionnalités, avec des portails de téléportation, des serpents, plein de trucs, etc. Donc voilà, une espèce de petit jeu qui va vous faire un peu chauffer les méninges. Je trouve ça plutôt original, parce que finalement, des jeux de plateau comme ça, à jouer vraiment à la carte, puzzle solo, il y en avait, à ma connaissance, il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout. Et là, je trouve que ça permet de sortir un peu dans un nouveau style de gameplay. Le premier jeu avait très très bien fonctionné, avait eu de très bons retours. Et donc voilà, pour celles et ceux qui ont apprécié, vous pouvez maintenant suivre la suite des aventures de votre aventurier ludique préféré. Sachant que le jeu sera aussi proposé en print and play, pour pas très cher, et puis en VF. Ok. Alors moi assez vite parce que voilà, c'est un petit jeu de cartes. Viking's Tale, Tactical Card Game. Donc c'est un jeu d'affrontement, un jeu de cartes d'affrontement dans le monde des Vikings, dans le monde fantastique des Vikings. C'est un premier projet, donc voilà, je souhaitais le souligner. C'est des petits jeunes de Suisse qui font ça. Donc c'est de 2 à 4 joueurs. Vous incarnez des Vikings. Vous avez des decks de cartes. Vous allez vous affronter. Je crois que c'est sur le thème. Il y a pas mal de thèmes mystiques et d'animaux. Vous contrôlez des animaux, des cartes de destin, donc petit jeu de cartes. Il n'y aura pas de version française pour l'instant, mais il y a une version anglaise. Pareil, ces jeux de cartes, il y a pas, il y a du texte sur les cartes, mais c'est pas non plus, c'est pas un jeu narratif quoi. Autre jeu, autre nouveauté qui est un peu plus costaud cette fois, c'est EOS Island of Angels. Alors là, c'est l'équipe de Tsukuyumi, donc qui est sorti en boutique il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un jeu d'affrontement assez complexe. Vous aviez des factions très très asymétriques et vous deviez vous affronter dans un monde post-apocalyptique où la lune s'était écrasée sur la Terre et avait libéré un dragon géant qui voulait nous asservir. Et donc Tsukuyumi, c'était un jeu d'affrontement assez complexe, mine de rien, avec beaucoup de pouvoirs, beaucoup de choses différentes, mais qui était vraiment assez intéressant. C'était un délire de science-fiction. Et donc là, les créateurs récidivent avec EOS. Donc dans EOS, vous allez incarner des capitaines de bateaux dans un monde fantastique. Et vous allez essayer de trouver votre chemin vers une île mythique, donc qui s'appelle Eos, afin de réveiller des anges pour sauver votre monde des démons, car votre monde a été envahi par des démons. Il va falloir arriver jusqu'à cette île, donc il y aura plein de pièges, vous allez combattre des ennemis, et il va falloir mettre les anges de votre côté pour pouvoir combattre les démons. C'est très asymétrique comme Tsukuyumi, c'est compétitif, et ça m'a l'air plutôt pas mal. Enfin en tout cas Tsukuyumi, c'était très intéressant à jouer. Assez complexe mais très intéressant. Là, il y a l'air d'avoir une complexité moindre, je trouve, mais c'est peut-être pas plus mal parce que Tsukuyumi avait grosse courbe d'apprentissage. Enfin, c'était vraiment un jeu, je trouve, expert. Là, ça a l'air d'être un peu moins le cas, quoique. J'aime plutôt pas mal les designs. On est pareil, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ouais. qu'on est vraiment sur un style très très stylé. Ouais, c'est très très BD, très agréable. Je trouve que les créatures sont assez originales. Ça vaut le coup d'œil. Il reste une quinzaine de jours. Pour l'instant, il n'y a pas de VF, mais bon, on sait pas. Alors c'est pareil, si vous voulez le tester, il est sur Tabletop Simulator gratuitement. Voilà, donc ça c'est cool pour pouvoir tester un jeu avant de le pledger. Moi je vous propose à tous de quitter un peu Kickstarter. Je sais pas si toi tu as fait le tour de Kickstarter, Ouais, Erwan. on peut. Et de nous rendre sur l'autre plateforme de financement participatif, à savoir GameFound, pour parler de Eleven, Football Manager Board Game. Yeah. Si vous aussi vous avez décidé de faire du trafic humain complètement institutionnalisé par le biais de corporations aussi gentilles que la FIFA, eh ben voilà, ce jeu est fait pour vous. Non, trêve de plaisanterie, je trouve que l'idée, c'est vrai que finalement le management
des jeux de gestion dans l'univers du football, bah finalement fallait y penser, mais je trouve que c'est une riche idée pour le coup, sachant que vraiment ils prennent tous les aspects quoi, ça va de la composition de l'équipe au choix des sponsors, à la mise en place d'un stade qui soit aux normes, puis à des matchs qui vont avoir lieu en fonction du placement de ces équipes, de la stratégie, etc., etc. Donc c'est un jeu qui a l'air d'être très expert, très bien pensé, qui va jouer sur plusieurs tableaux, etc. Et puis en plus, qui va permettre de voir un peu les différentes manières de profiter du business du football, que ce soit avec des bons partenariats ou des victoires de match. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, il fallait y penser. Je suis juste... Alors autant la DA me pose pas de problème, autant je ne comprends pas trop ce choix de couverture de boîte entre la boîte principale et celle des extensions, avec juste des torses. Voilà. Ça fait viril, Voilà, ça fait viril, mec. voilà, c'est ça, t'as le torse du 4 sup, le torse du footballeur, le torse de... bah, pourquoi pas, bon, c'est un peu particulier, mais que l'univers du football vous parle ou pas, en tout cas, si vous êtes fan de jeux de gestion, ça a l'air d'être quand même assez riche. Bah, ça ressemble beaucoup au jeu vidéo qui s'appelle Football Manager, hein, il me semble. Hein. Je suis pas un spécialiste, Exactement. mais je crois que c'est ça. Hein. Faut pas qu'il y ait erreur sur la marchandise. Hein. Vous n'allez pas jouer des matchs de football. C'est vraiment la gestion d'un club, saison par saison, l'achat de joueurs, les sponsors, il y a des cartes événements, il peut se passer plein de choses. Je pense que ça doit être, mine de rien, assez complexe, assez prise de tête. Évidemment, ça peut se jouer en solo. D'ailleurs, est-ce que ce genre de jeu, c'est même pas mieux en solo? Va savoir. Il y a des scénarios, hein. C'est du gros jeu. D'ailleurs, il y a plein de langues, dont le français, évidemment. Il y a beaucoup de matériel sur la table. Après, est-on fan ou pas du design? Moi, je trouve ça un peu vieillot, moi, Bon, voilà, je suis pas trop fan de la direction artistique du jeu, mais bon, voilà, pourquoi pas. Il en est à 163 000 €. Il reste une quinzaine de jours. Allez, on finit avec le trio de tête de Kickstarter. Pas vraiment de surprise, hein, donc on va y aller vite. Troisième position, c'est Valdar Spires of Secrets, a Colossal Expansion for D&D 5e. Sourcebook, campagne pour Donjons & Dragons, 5e édition, 218 000 €, 2868 contributeurs. Il reste plus de 15 jours avant la fin de cette campagne, donc il y a des chances qu'on le retrouve la semaine prochaine, même de fortes chances. Deuxième position, c'est Wild Serengeti, le jeu sud-coréen sur la savane africaine, qui a été un vrai succès du coup. 117 000 €, 2963 contributeurs, c'est la dernière semaine du jeu. Bah écoute, mission accomplie. Comme quoi, avec un jeu plutôt simple, avec un matériel plutôt simple, tu peux quand même avoir du succès sur Kickstarter. Voilà, donc Ouais, bravo. sachant qu'en plus du mode solo, là, il y a aussi un mode coopératif qui va être proposé dans le jeu. Ils ajoutent de nouvelles manières d'appréhender ce jeu. Donc effectivement, ça fait quand même plaisir quand on voit ce top. De dire voilà, on retrouve quand même un jeu de plateau dans le trio de tête. Yes! Et enfin, premier sur Kickstarter, c'est pas vraiment une surprise, c'est Tanares RPG 5e, donc l'énorme supplément pour Donjons & Dragons 5e édition avec des gros noms, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, avec un matériel absolument superbe, des idées à foison, c'est un blockbuster, hein. Là, c'est carrément un blockbuster du sourcebook, hein, pour Donjons & Dragons. Il en est quasiment à 1 200 000 €. Il flirte avec les 7000 contributeurs. Et en plus, il reste plus de 15 jours avant la fin de la campagne. Donc, c'est d'ores et déjà un très très gros succès. Il débloque les stretch goals de manière totalement indécente. Et bon, je pense que si tu cherches ce genre de choses, c'est-à-dire du supplément non officiel de Donjons & Dragons, je crois que c'est le truc à baquer en ce moment. Il n'y a rien à dire, c'est campagne impeccable, quoi. Bon, et ben voilà, on a fait le tour de Kickstarter. Énormément de nouveautés. Il y a des nouveautés dont on n'a pas parlé parce qu'on peut pas tout faire. Fallait faire un choix. Bah voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et regardés. N'hésitez pas pour le pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des compléments d'informations sur les campagnes de cette semaine. Je pense surtout aux nouveautés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous.